Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Je suis Serge Alain Autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. Pour le seul mois de février 2019, le président de la République a signé 109 textes, soit 57 décrets, 52 arrêtés. Parmi les décrets du 5 février, il y a surtout le numéro 2019-043 du 5 février 2019, accordant délégation permanente de signature au ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Phénomène pas nouveau, diront certains, car avant Ngongo, un seul secrétaire général de la présidence de la République avait jusqu'ici délégation permanente de signature. Le professeur Titus Edouard, en son temps, avait rendu public le décret lui accordant cette même prérogative. D'un point de vue général, dans le cadre d'une délégation permanente de signature, selon le professeur Titus Edouard, le secrétaire général de la présidence peut prendre des actes réglementaires ou individuels concernant l'intégration, l'abaissement de classe, de grade ou la révocation ainsi que la mise à la retraite des fonctionnaires de la Sûreté nationale, la nomination jusqu'aux fonctions de directeur adjoint à la présidence de la République, la publication au journal officiel lorsqu'elle requiert l'intervention d'une décision présidentielle l'ordonnant. Délégation permanente de signature au secrétaire général de la présidence de la République, en d'autres termes, ça veut dire, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Délégation permanente de signature au secrétaire général de la présidence de la République, c'est-à-dire, en d'autres termes, pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Maître Désiré Sikati. Maître, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, tous mes hommages à tous ceux qui nous regardent. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être sur votre plateau. Voilà, bienvenue Maître. À côté de vous, Fautine Zodjou. Bonsoir Fautine. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes co-panélistes ainsi qu'aux téléspectateurs de l'émission Equinox Soir. Voilà, en face de vous, Charles-Élie Zanzan. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Serge Alain. Permettez-moi d'adresser les condoléances les plus assistées à la famille Mouna. Nous avons perdu un grand du côté de la deuxième, un artiste de renom, le créateur. Axel Mouna, vous voulez dire? Mouna, oui. C'est quand vous dites la famille Mouna. Voilà, la deuxième. Non, Axel Mouna. La deuxième est touchée et oui. Bonsoir comme ça à tout le monde qui nous suit ce soir. Voilà, à côté de vous, Maître Emmanuel Pensy. Bonsoir, Maître. Bonsoir Saint-Germain et bonsoir aux millions de téléspectateurs de votre chaîne pour cette excellente émission. Voilà. Maître, dites-moi, quelle signification vous donnez à cet acte du président de la République le 5 février dernier? Délégation permanente de signature à Ferdinand Ngongo. En d'autres termes, ça veut dire quoi? C'est un terme que l'on trouve en droit administratif. C'est en fait une habilitation donnée par le président de la République dans les limites légales au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, nominativement désigné d'exercer concurremment avec elle, c'est-à-dire avec le président, une ou plusieurs compétences en signant au nom du président, c'est-à-dire du délégant, les décisions correspondantes. Le délégant, c'est-à-dire le président de la République, n'est pas dessaisi de ses compétences et en conserve la responsabilité éventuelle. Le délégataire ici, c'est Ferdinand Ngongo. Oui, c'est lui, c'est Ferdinand Ngongo. Moi, je n'ai pas... Vous avez dit tout à l'heure que c'était Titus Edouard. Je dois rappeler qu'il n'était pas le seul. Plusieurs, mais les autres ne l'ont pas. Il n'y avait pas permanente. Faut qu'on soit clair. Le terme, oui. Le terme, vous avez utilisé permanent, mais ce qui est, c'est qu'actuellement, avec les réseaux sociaux, tout ce qui sort de la présidence de la République est divulgué. La plupart de ces délégations du président de la République n'étaient pas dans les réseaux sociaux. Oui. Donc je ne peux pas être absolument affirmatif sur le fait que il y a eu que Titus Edouard
Je vais d'abord recueillir l'avis et on va revenir sur le point. Oui, on va revenir sur le point. Mais le ferme permanent voilà, peut poser des problèmes. Voilà justement. C'est peut-être lui qui. Voilà. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Parce que les gens pensent que le président de la République est fatigué et que. Ça c'est votre interprétation. Non, c'est ce que j'ai coulé et qui donne une force extraordinaire au secrétaire général de la présidence de la République qui peut en abuser et qui ferait de lui... Ok, on va voir les risques tout à l'heure. Maître Didier Sikati, délégation permanente de signature. En d'autres termes, pour les millions de personnes qui nous regardent en ce moment, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Mais Ferdinand Gongor, depuis le 5 février, est devenu quoi? En des termes plus simples. Ça veut dire qu'il est président de la République. Ça veut dire qu'il est président de la République. Il faudrait peut-être revenir sur l'essence légale ou bien constitutionnelle des pouvoirs du chef de l'État. Si vous lisez l'article 10 de la Constitution, il est écrit que le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs. Certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux membres du gouvernement et à certains aux responsables de l'administration. Donc, ce qui retient mon attention dans cette disposition, c'est le terme « certain ». Ça veut dire tout simplement que le constituant a bien voulu spécifier le cadre juridique du transfert de pouvoir. Parce qu'en réalité, le décret dont on parle d'un transfert de signature, mais nous savons très bien que le transfert de signature est très souvent précédé d'un transfert de pouvoir. Ah non, c'est pas la même chose. Non, je vous en prie, j'ai pas fini. Je dis, le transfert de signature, dans le cas d'espèce, en réalité, c'est un transfert de pouvoir. Et si vous lisez bien les dispositions constitutionnelles, vous ne verrez nulle part où il est écrit transfert de signature. La Constitution, à son article 10, parle de transfert de pouvoir. Maintenant, si l'on veut, à travers un décret, transférer les compétences d'un chef d'État à un secrétaire général de la présidence de la République qui a été désigné par le chef de l'État, ben je pense qu'à partir du moment où il y a l'adjectif permanent, parce que voyez-vous, la notion de permanent renvoie à une certaine continuité, une certaine indéfinité. Donc ça veut tout simplement dire qu'en fait, parce que il faut comprendre que le constituant a voulu que dans des cas spécifiques où le président de la République serait dans l'impossibilité de faire valoir sa signature. Par exemple, s'il est absent du pays pour cause de maladie, si il ne peut pas être là pour apposer sa signature quelque part, eh bien que ce soit le secrétaire général de la présidence de la République qui, de façon spécifique, je dis bien dans un cas particulier, signe en lieu et place du chef de l'État. Mais maintenant, la notion de délégation permanente de signature, non seulement a une violation constitutionnelle, parce qu'elle n'a aucune essence constitutionnelle. Voilà, je dis et je répète, les pouvoirs du chef de l'État sont prévus par la Constitution. S'il arrive par extraordinaire que le chef de l'État s'est dévolu d'autres compétences en matière de transfert de ses pouvoirs, de ses signatures, en dehors de la Constitution, eh bien, ces dispositions-là sont totalement inconstitutionnelles. Donc, vous m'avez posé la question à l'entame de vos propos, qu'est-ce que ça veut dire, le transfert des signatures? Je vous réponds que on ne peut pas avoir une délégation de signatures sans délégation de pouvoir. Parce qu'en réalité, vous signez ce que vous avez décidé. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Parce que c'est ça, c'est en réalité, c'est quoi? Quand vous écrivez, vous regardez souvent, moi en tant qu'avocat, mes collaborateurs ont souvent signé par ordre. C'est ça la délégation signature. Ça veut dire qu'en fait, ils signent en mes lieux et place comme si c'était moi. Donc la délégation de signature veut dire que M. Ngongor signe en lieu et place du chef de l'État comme s'il était le chef de l'État. Et si on considère qu'il signe comme s'il était le chef de l'État, ça veut dire qu'en même temps, ce décret est en train de lui conférer des compétences qui en temps normal sont les compétences constitutionnelles du chef de l'État. Et le vrai problème, je pense que le vrai problème ne doit pas se poser sur la question, ne doit pas être posé sur la question de savoir si le président de la République a fait ou n'a pas fait telle chose. Le problème qui se pose est celui de savoir, primo, est-ce que le président de la République a le pouvoir de transférer l'entièreté de ses compétences de façon permanente à une autorité administrative qu'il a lui-même nommée? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. La réponse, elle est non. La deuxième question, c'est est-ce que le secrétaire général de la présidence, en dépit de cette délégation de signature, sur le plan constitutionnel, peut être perçu comme le président de la République? La réponse est non. Donc, et je pense que là, on est en train de retomber pratiquement à ce qu'on a toujours décrié, qu'on est dans une situation de véritable vacance de la présidence de la République, une vacance innommée, tout simplement parce que le président de la République n'étant pas capable d'assumer ses fonctions administratives, disons les fonctions exécutives, eh bien, il savait qu'il les a transférées sans demander l'avis des Camerounais. Bon, quand je dis président de la République,
Voilà, je dis sans demander l'avis du Camerounais, parce qu'il faut être honnête de reconnaître que l'institution présidentielle est encadrée. Oui. Les compétences de l'institution présidentielle sont constitutionnellement encadrées. Moi, je voudrais qu'on me dise de quel pouvoir le président peut transmettre de façon permanente sa signature à son secrétaire général. Voilà, donc, et c'est la raison pour laquelle, et là se pose encore le problème de la qualité de ceux qui peuvent engager des procédures pour le contrôle de la constitutionnalité de certains actes des autorités administratives. Merci, parce que si ce contrôle de constitutionnalité était offert au moins à tous les Camerounais ou bien même à tous les parlementaires, je pense qu'on aurait tout fait d'engager des procédures pour contester cela. Ok. Charles Elisan, maître Sikati, parle de vacances, que c'est un problème de vacances véritablement, hein, de violation de la Constitution. Le président n'est plus capable d'agir d'une certaine façon. Voilà pourquoi il transfère la signature. Restons sur la signature. Oui, je suis même surpris qu'ils disent que le président est vacant, encore que c'est un président illégitime pour eux. Donc, non, je vous en prie. Non, je vous en prie, ne rentrons pas dans ces polémiques. Ça, il a parlé pendant 3 minutes. Non, ce n'est pas ça. Laissons la polémique. Je veux qu'on laisse la polémique. Personne nous regarde. Laissons la polémique. Répondez à la question. Je suis surpris qu'on trouve que celui qui est légitime soit aujourd'hui vacant. Maintenant, j'ai toujours dit ici, quand vous m'avez invité, que, nonobstant que vous coupez la parole de temps en temps, je vais dire ce que j'ai à dire. On n'a pas besoin d'aller très loin dans les études pour lire ce que la Constitution prévoit. Voilà. Il a lu l'article 10, et j'ai la Constitution du Cameroun ici avec moi. Oui. Il a parlé de l'article 10, mais ce que j'aime avec les experts du droit c'est qu'ils savent manipuler le droit quand ça les arrange, comme ça les arrange. J'ai ici avec moi l'article 10 de la Constitution du Cameroun à l'alinéa 2. Oui. Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains hauts responsables de l'administration de l'État, dans le cadre de leurs attributions respectives. Maintenant, j'arrive ici. La délégation de signature est un acte juridique par lequel une autorité supérieure au délégant délègue non pas ses pouvoirs, mais la faculté de signer des documents et actes énumérés strictement dans la délégation à une tierce personne, le délégataire, contrairement aux délégations de pouvoir dans lesquelles le délégataire assume la responsabilité née des pouvoirs délégués. La délégation de signature n'entraîne pas délégation de la responsabilité administrative ni de dessaisir le délégant de son pouvoir originel. Ça c'est la Constitution. J'ai fait Maria Goretti. Ça c'est la Constitution. J'ai fait Maria Goretti. J'ai fait Maria Goretti, j'ai fait le professeur de la Connerie de l'Université de Douala. Je ne vais pas entrer dans les méandres du droit, parce que j'ai deux experts en droit, ceux qui vont s'expliquer. Oui. Ce qui est lu est clair. Oui. Le poste de président, lui, n'est pas vacant. Il a transféré les pouvoirs à qui de droit, comme lui, il a eu ses pouvoirs quand il était secrétaire général de la présidence. Oui. Ça a été fait depuis que le président de la République, pour bien respecter que la loi. Alors, je ne voudrais pas que la tempête qu'on veut nous créer dans un verre d'eau, avec le terme permanent, nous amène dans des choses qui ne vont pas nous faire édifier, nous faire comprendre et qu'on comprenne que vraiment, Paul Biya a agi légalement. Professeur Jalin, je t'en prie. Non, parce qu'on est dans un débat. Si tu permets, je vais aller dans le même sens. Comme ça te permet de répliquer. Oui, vous permettez d'abord à Footing de... D'accord, monsieur Footing. Allez-y, Footing. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Délégation permanente des signatures. En fait, ce qui est quand même intéressant sur ce plateau depuis le début, c'est qu'on se permet de lire les articles de la Constitution et M. Elisan lit même la définition de la délégation de pouvoir, qui n'est qu'une définition, je dirais, propre à lui, parce qu'on peut en définir, on peut en définir en d'autres termes également. Maintenant, le mot en fait qui m'a surpris lorsque j'ai lu ce décret, c'était le mot permanent. Voilà. Ça dit, nous venons de connaître une élection, ça fait 7 mois, et c'est lui qui devrait présider le destin des Camerounais, délègue sa signature, pour ne pas dire la présidence de ce destin-là, à son secrétaire général,
Mais le problème qui se pose pour moi n'est même pas la délégation de cette signature. C'est des personnes en fait qui sont autour du chef de l'État et qui nous ont accompagnés dans des scandales tels que l'organisation de la Coupe d'Afrique qui a échoué devant les yeux du monde. Nous avons été humiliés. Et en fait, ce sont des mêmes personnes qui doivent désormais prendre en main le destin des Camerounais au point de signer au nom du chef de l'État. Ça veut dire que les personnes, en fait, celui, en fait, qui dit avoir été choisi par le peuple pour conduire le Cameroun de l'avant n'est plus disponible parce que c'est une indisponibilité actée. Même si le cadre est légal, une délégation permanente voudrait dire tout simplement que je ne suis plus là. Donc, monsieur le secrétaire général de la présidence de la République peut, comme il veut et si longtemps, signer des textes en mon nom. C'est-à-dire, celui que le peuple a choisi n'est plus là, il ne signe plus, il ne décide plus, et il n'existe pas de délégation de signature sans délégation de pouvoir. Parce qu'on ne peut pas expliquer aux yeux des Camerounais qu'il y a par exemple une décision à prendre pour le compte de l'État du Cameroun et que le président de la République s'assoit sur une table, discute pendant 4 heures de temps. Et à l'heure de signer le document final, il demande au secrétaire général de la présidence d'aller signer en son nom après avoir passé 4 heures de temps de débat. Ça voudrait dire tout simplement que celui qui signe, c'est celui qui débat, c'est celui qui décide, c'est celui en fait qui dirige. Il faudrait qu'on comprenne ça. On peut dire à l'époque c'était avec Tissus et Edouard, mais il faudrait qu'on essaye de regarder comment notre pays actuellement. Il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre, vu même l'actualité, vu la situation que traverse le Cameroun. On ne peut pas accepter que le peuple qui, jusqu'à présent, d'un côté, certains, pour nous du MRC, revendiquons encore non seulement le recomptage des voix, il n'y a pas de déviance. On ne peut pas appeler le scandale de la Coupe d'Afrique des Nations, on ne peut pas appeler tous les problèmes que nous traversons, accepter qu'ils se retrouvent sur les réseaux sociaux et ça circule partout dans le pays et que sur le décret on constate que le président de la République est indisponible au point de déléguer ses pouvoirs à son secrétaire général. Donc pour vous, il est indisponible. Ok. Merci. Je vous disais tantôt que je vais vous lire le décret 2011-408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement. Dans son article 3, alinéa 2, il fait savoir, dans l'exercice de ses attributions, le secrétaire général reçoit une délégation de signature. Le texte du 5 février 2019 lui parle de délégation permanente de signature. Maître Pensi, dites-nous, le terme permanent. La différence vient de quoi? Avant ça, je voudrais quand même qu'on essaie d'éviter des confusions que je vois. La délégation de pouvoir est prévue dans la Constitution. Oui. C'est ce qui est prévu dans les dispositions de l'article 10, alinéa 2, qu'on a lu tout à l'heure. La délégation de pouvoir présuppose, c'est ce qu'on appelle également, c'est en droit administratif, délégation de compétences. La délégation de signature n'entraîne pas délégation de compétences. Donc, il n'est pas le président de la République. Parce que quand vous avez une délégation de pouvoir, on vous transfère, dans les limites légales plusieurs compétences. Le président de la République ne l'a pas fait dans la délégation de la signature. Et vous avez lu tout à l'heure le texte qui concernait Titus Joal. Oui. C'est limité. C'est-à-dire qu'on vous limite dans ce que vous avez à faire. Donc ce n'est que sur ça que vous avez à faire, pas plus. Et vous pouvez discriminer. Et c'est là où est le piège. C'est-à-dire le piège, c'est de voir si le secrétaire général, le ministre secrétaire général va être suffisamment glouton pour croire qu'il est le président de la République bis. Et à ce moment-là, le terme permanent peut s'arrêter. Parce que vous avez maintenant, si vous permettez que je lise pour la demande de nos téléspectateurs, le délégataire. Pour le Cassis, le délégataire, c'est Ferdinand Gongo. Peut discriminer lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature de Bobia, du président de la République. Voilà. C'est un piège. C'est un piège. Parce que normalement, il y a eu d'autres qui étaient secrétaires généraux qui font très attention. Parce que le président Biya, contrairement à ce que vous croyez, qui n'est pas absent, va voir ce que vous allez faire. Donc c'est à vous, il vous fait confiance.
Et il fait suffisamment confiance au ministre d'État Ngongo, parce que je pense que c'est celui qui il a plus de 8 ans dans le cadre de cette fonction-là, et il ne peut pas être là tout le temps. Mais la délégation permanente, ça ne veut pas dire que la signature est irrévocable, et que c'est ad vitam aeternam. Ça peut s'arrêter. On en voit pour preuve ce qui s'est passé avec Titus Edjoa, qui l'a amené encore plus loin. Donc ça ne veut pas dire, quand vous dites que il est devenu président bis, c'est faux. Quand vous dites que le président est vacant, c'est faux. Quand vous dites que c'est une violation de la Constitution, c'est faux. Vous avez lu la Constitution, vous l'avez mal lu. Et je crois que c'est ça, ce qui est au niveau de la confusion qui a été faite par mon confrère Sikati tout à l'heure. Parce que dans l'article 3, l'alinéa 3, là, ce qu'on parle de là, c'est une délégation express. C'est différent de la délégation de signature. La délégation express se fait en cas d'empêchement temporaire, c'est-à-dire du président de la République, s'il est malade, s'il est indisponible, s'il ne peut pas faire. Là, il y a une délégation express. Donc, il ne faut pas faire la confusion entre la délégation du pouvoir, la délégation de signature et la délégation express. La délégation de signature, le terme permanent, c'est un terme qui veut dire que ça ira jusqu'à ce que le président en décide autrement. Et si on n'avait pas mis permanent, ça devrait aller jusqu'à quand? Non, mais moi je pense que... Ça donne une force. Le mot permanent donne une force. Non, Serge Alain, le fait que ce soit publié... je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le sophisme. C'est pas le sophisme, c'est une explication juridique. Je vous en prie, vous aviez la parole, je ne pense pas que je vous ai interrompu. Vous avez interrompu tout à l'heure. Voilà, non, je dis qu'il ne faut pas rentrer dans le sophisme, je pèse mes mots. Parce que voyez-vous, on est déjà devant un cas de figure où il y a des actes qui ont été posés. La seule question qu'on se pose est celle de savoir quelle est la constitutionnalité du décret, ou bien le fondement constitutionnel du décret du chef de l'État. Vous, le présentateur de l'émission, vous avez parfaitement compris l'enjeu. Vous avez posé la question de savoir est-ce qu'il est prévu que le secrétaire général de la présidence puisse discriminer certaines compétences qu'il réserve à l'endroit du chef de l'État. Oui. Donc voilà une véritable aberration où le délégataire du pouvoir se retrouve dans une situation où c'est lui qui discrimine à la fin les documents qu'il doit laisser à la signature du chef de l'État. Je veux dire, quand nous lisons des textes, étant donné qu'il y a quand même des gens qui nous regardent et qui veulent être édifiés, il faut éviter quand même de dire le contraire de ce que le texte dit ou bien d'en rajouter. Quand j'écoute M. Zan lire les dispositions constitutionnelles, après il lit tout un document qu'il a imprimé, apparemment qu'il a écrit lui-même, et qui n'a rien à voir avec la Constitution. S'il vous plaît. Je vous en prie. Maître Pensi, ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en prie. Je dis et je répète, la seule disposition légale qui concerne la délégation de pouvoir est prévue à l'article 10 alinéa 2. Et la lecture que j'en ai faite est celle-ci. C'est-à-dire le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, à certains hauts fonctionnaires ou secrétaire général de la présidence. On dit bien certains. Maintenant, la question de la délégation permanente, c'est une question... S'il vous plaît. Quand vous parlez de délégation... Ajoutez le terme. La délégation permanente, que ce soit de signature. Ouais. Parce que je considère que la délégation permanente de signature entre une délégation de pouvoir, sinon on se retrouverait dans un cas de figure où le chef de l'État écrit un document, mais au moment de signer, appelle le secrétaire général de la présidence de la République pour qu'il vienne signer. Vous savez bien que sur le plan matériel, cela est impossible. Non. En général, le chef de l'État, déjà qu'on sait très bien que les documents de la présidence de la République ne sont pas écrits de la main du chef de l'État. Il a un secrétariat général qui les prépare. Oui. Et je ne vois pas pour quelle raison le chef de l'État, un document qu'il a lui-même inspiré. S'il vous plaît, je vous en prie. On est dans un... Non, je vous en prie. On n'est pas au Moyen-Âge. Continuez. S'il vous plaît. Je ne veux pas rentrer dans l'invective parce que je ne suis pas là pour ça. Ça dépasse le sophisme. Je conçois mal le chef de l'État prendre une décision lui-même. Et au moment de sa signature, il demande au secrétaire général de signer parce que, en fait, le secrétaire est dévolu seulement du transfert de signature. Lorsqu'on dit que le transfert de signature entraîne transfert de pouvoir, ça veut dire par exemple quoi? Et puis on est dans une situation où il y a une illégalité flagrante. Maître Pensi parlait tout à l'heure, il disait que le président de la République peut faire un transfert en cas d'empêchement, il peut faire une délégation express de signature. La délégation express de signature de l'article 3, s'il vous plaît. En cas d'empêchement. Est-ce que je peux poursuivre, Maître Pensi? Lisez la Constitution. La délégation express de l'article 3 concerne le Premier ministre.
L'article 3 de la Constitution est clair. En cas, non, s'il vous plaît, en cas d'empêchement temporaire. Je ne sais pas si on peut faire l'émission comme ça. Il faut le lire. Je préfère qu'il lise. Est-ce qu'on peut faire l'émission comme ça? Je préfère qu'il lise. En cas, la délégation express, c'est-à-dire en cas d'empêchement temporaire, l'autorité administrative qui peut être dévolue des compétences du chef de l'État et de façon ponctuelle est le Premier ministre. Je parle bien de l'empêchement temporaire. Non. Maintenant, si on est dans une situation, parce que tout à l'heure je vous ai parlé d'une véritable vacance qui ne dit pas son nom, parce qu'on est dans une situation où des gens voudraient profiter d'une situation de vacances pour en réalité diriger le pays sans être investis du mandat populaire. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque nous répétons tous les jours sur les plateaux, dans les médias, que le président Paul Biya, sur le plan psychique, sur le plan physique, n'est plus en mesure de gouverner, vu son âge, vu sa situation de santé, c'est tout simplement parce que... Oui, c'est tout simplement au regard. Voilà ce qui vient nous conforter. Le président lui-même sait qu'il ne peut pas gérer le pays. C'est la raison pour laquelle il transfère ses compétences. Mais est-ce que les Camerounais ont besoin de ça? Je dis qu'il a transféré ses compétences, la signature, ça ne peut pas être faux. Ça ne peut pas être faux, vous s'il êtes vous un plaît. civiliste et demandez à votre professeur Kamto de venir ici vous expliquer comment ça se passe. De toute évidence, Kamto ne viendra jamais débattre avec les juristes de bas étage comme vous. Je ne suis pas juriste de bas étage. Oui, vous débattez sur des conneries. Je suis avocat et je non, c'est pas de ça qu'il est question. Je vous en prie. Donc, soyez plus poli. C'est de ça qu'il est question. Soyez poli. Voilà. Je suis de la Sorbonne. Non, ça m'intéresse pas ça. C'est votre tasse de thé. Ça m'intéresse pas. Merci, M. Pensi. Quand vous dites quelque chose, soyez poli. Je suis poli avec vous. S'il vous plaît, je vous en prie. On est là pour un débat. Donnez vos idées. Merci, M. Pensi. Je vous en prie. Merci. Terminez votre propos. Non, nous disons qu'au sein de l'opposition, notamment du MRC, on est un peu habitué à ce genre d'attitude de personnes qui se sentent un peu dans l'obligation de ne pas accepter la contradiction. Je pense qu'on est dans un état de droit et que les actes administratifs doivent être commentés par tous les Camerounais, même s'ils ne sont pas des hommes politiques. Donc, que ça plaise à mettre pension, il doit être obligé d'accepter ça. Donc, je dis, on ne peut pas concevoir une délégation de signatures sans délégation de compétences, tout simplement parce que ça voudrait dire que la délégation de signatures s'entend de ce que le chef de l'État rédige un document, après il le donne à son secrétaire général de signer. Sur le plan pratique, je pense que c'est totalement infaisable. En général, le président de la République, s'il conçoit un document et il n'y a pas de raison qu'il conçoive un document et qu'il le signe lui-même, le président transfère la signature dans la mesure où lui-même il n'est pas là. C'est le président qui conçoit les documents. Bien sûr, il y a des documents qui conçoivent. Si. Il y a des services qui sont attribués à cet effet. Merci. Je peux vous donner des documents conçus par Macky Sall. Avec son écriture, je suis prêt de les accepter. Charles Lisan, on apprend comme ça que la délégation permanente des signatures pour le cas Titus Edouard consistait à l'intégration, l'abaissement de classes, de grades, de révocation, ainsi que la mise à la retraite des fonctionnaires. La Sûreté nationale, la nomination jusqu'aux fonctions du directeur adjoint à la présidence de la République, le délégataire, il pouvait discriminer lui-même les affaires qu'il estimait opportun à réserver à la signature du président de la République. Ça fait quand même beaucoup de pouvoir. Serge Alain, le secrétaire général. Il s'agit du secrétaire général de la présidence de la République. Oui. Il ne s'agit pas forcément d'un ami ou d'un frère. Le problème qu'on a dans ce pays, c'est que nous, les hommes politiques, je l'ai dit quelque part, beaucoup de problèmes viennent du fait qu'on veut choisir nos interlocuteurs. Le problème pour nos amis du MRC, c'est parce qu'il s'agit de Ferdinand Gongo. Vous avez vu, on a parlé de la CAN, on a parlé des supposés scandales, et je suis étonné que mon ami et frère Fossim parle ça, et il est à côté d'un avocat qui ne lui dit pas que non. La présomption d'innocence existe quand même. Bon, en fait, le problème c'est Gongo. La deuxième chose c'est Paul Biya. On est parti de vacances à indisponibilité, on est tombé dans état psychique, mental. Donc, l'avocat qui est devenu tout à coup médecin, qui a ausculté, analysé le président de la République, a vu qu'il est dans l'incapacité de gouverner et par la boule de cristal a donc estimé que non, le président a donc passé ses pouvoirs au secrétaire, alors qu'il ne sait même pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas une délégation de pouvoir. Je me suis amusé à lire un peu le document que vous avez dit, 159 décrets et tout. Oui. Mais c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, c'est seulement ce décret-là que les gars ont encadré. Alors qu'il y a un autre décret qui suit, qui habilite le ministre de l'économie à signer avec Eisenbach of China une convention de prêt. Non, c'est aussi une délégation de signature.
C'est pas possible. Je suis en train de parler d'un maître signataire. Je vous respecte beaucoup. Laissez-moi aussi parler. Laissez-moi dire des bêtises, cher René, et corrigez-moi après. J'ai dit une. C'est vous qui avez dit une. C'est tout ce que j'ai dit. Allez-y, Charles. Je vois ici des délégations de signature à certains hauts officiers de l'armée pour qu'ils aillent décorer à titre posthume d'autres officiers qui sont tombés sur le théâtre des opérations militaires. Personne n'en parle. Je vois ici que moi, avant d'arriver ici, je connais aussi des enseignants de droit. J'ai fait économie à mon niveau. Je vous ai dit souvent que je ne fais pas du populisme. Je viens pas ici pour plaire à qui que ce soit. J'étais heureux de venir m'asseoir à côté de Maître Pinchi. Ce que vous dites est juste. Et Maître Sikati qui allait m'identifier. Et non entendre des choses qui vont pas me faire plaisir. Je voulais partir ici avec une idée contraire à ce que j'avais quand j'entrais ici, que c'est Maître l'émission n'a pas terminé. J'espère. Moi, ce que j'ai lu, et pour dire, ce que je lis, c'est la délégation est toujours encadrée et l'autorité supérieure peut à tout moment retirer cette délégation, l'étendre ou la réduire. Quelle est la source? Zanzan. La délégation permanente suppose que même en présence ou à l'absence du président de la République, le ministre d'État, SGPR, peut continuer à agir. Libre à lui, dans le cadre de cette délégation, de soumettre certains dossiers. C'est un gars de niveau 2, qui m'a envoyé ça. Il vous a trompé. Non, j'accepte qu'il m'a trompé. Après l'émission, vous allez me donner ce qu'il faut. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est cette tempête. Cette tempête qu'on veut nous amener pour nous faire comprendre que le mot permanent. Et pour finir, le document qui a été mis à la disposition du public à travers les réseaux sociaux ou autres supports des médias ne cite que les différents décrets du président de la République. Mais dans le fond, je vous dis qu'à ce qui concerne justement cette délégation de signature, c'est encadré. C'est encadré ici, à ce qui concerne justement le cas président Biya et M. Ferdinand Ngongo. C'est encadré. Je voudrais dire que nous sommes en plein glissement de l'insurrection qui a commencé. Cette insurrection, quand on a commencé à faire des marches, tout simplement pour contester les élections, après la décision du Conseil constitutionnel, on continue maintenant à vouloir contester en disant que nous sommes dans un cadre de vacances de pouvoir, pour qu'à ce moment-là, c'est ce que vous avez dit, qu'il y a vacances de pouvoir, et qu'à ce moment-là, le chef d'État n'est plus habilité à pouvoir exercer ses fonctions. Et heureusement que n'importe qui ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel, serait encore aller devant une autre procédure sous-jacente, parce que c'est la droite ligne de ceux qui sont aujourd'hui là, dans le pays où, si je savais, qui continuent à travers un certain nombre de leurs, j'allais dire, de leurs délégués, parce que c'est également, ils sont leurs délégués, ils parlent en leur nom. Et à ce moment-là, ils viennent ici pour pouvoir contester les prérogatives du président de la République en disant qu'il n'est plus là. C'est pour ça que je trouve très dangereux cette analyse qui n'est pas simplement la vôtre, mais qui est celle de pouvoir toujours mettre la contestation à un autre niveau en violant le droit positif. C'est ce que vient de lire Zanzan. C'est le droit positif. Voilà. On lit la Constitution, on explique la Constitution, et après, il y a ce qu'on appelle le droit positif. Et le droit positif, en droit administratif, existe. Et je suis vraiment choqué que l'on se trouve, alors qu'il faut expliquer aux gens que cette délégation a déjà eu lieu, au moins, publiquement, en ce qui concerne le titre de droit. Et en aucun cas, quand il avait cette délégation, on n'avait jamais dit que le président de la République était absent, il n'avait plus les pouvoirs, il devait le faire. Et pour confirmer ce que vous venez de dire, mon camarade Zanzan, c'est une délégation qui peut s'arrêter. Le terme permanent ne veut pas dire que c'est ad vitam aeternam. Jean-Lélie, vous terminez. Vous terminez, l'homme n'étant rien sans son bord. Décret numéro 2011, bar 412 du 9 décembre 2011, portant réorganisation de la présidence de la République du Cameroun. Bon, je laisse ça de côté. La délégation permanente est limitée à des pouvoirs de gestion des services de la présidence, à la police nationale, des services de renseignement. Le SGPR ne peut donner des injonctions au Premier ministre, au MINDEF ou à l'armée, par exemple. Il ne peut suspendre de signature un ministre. Voilà déjà les encadrements qui sont donnés. Avec le nouveau statut de certaines entreprises publiques et parapubliques, le SGPR ne peut pas limoger un DG. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que... Voilà quelques exemples que j'ai donnés. Des pouvoirs d'après cette délégation de signature qui sont conférés au SGPR. Maintenant, moi, je ne mets pas les textes. Les textes sont bons, peuvent être bons. Mais moi, je mets maintenant l'homme. L'homme face à ses responsabilités.
est-ce qu'on va se retrouver dans une situation qui s'est passée hier à Mathusalem, où le SGPR de la présidence avait eu des démêlés avec le DG de la CIATV, où il voulait le faire limoger, parce que le gars avait cru à un moment donné qu'il a investi les pouvoirs du président de la République, il a parlé d'intervention du pouvoir de la République. Le président pour dire non, là tu as outrepassé tes prérogatives. C'est là où nous devons interroger. Est-ce que nous allons faire un procès? C'était pas permanent. Parce qu'il y a eu non, permanent, il y avait deux. Justement, il y avait Laurent Isso, il y a Laurent Isso et Atangana Mebara. J'y arrive. Justement, permanent, c'est Titu Sedjoa et Ngongo. J'y arrive. Justement, je voulais terminer par M. Atangana Mebara qui, dans son livre, il y a une page où il parle de cette euphorie du pouvoir. Où à un moment donné, vous vous rendez compte que vous êtes le vice-dieu. Oui. Le terme qu'il emploie. C'est à vous maintenant de savoir transcender cela et de vous limiter dans le strict respect des prérogatives du couloir qui vous est donné pour travailler. Sinon, je pense que M. Sikadji pouvait avoir raison si celui qui a eu mandat de cette signature outrepassait ses prérogatives. Pour le moment, vraiment, c'est des procès en sorcellerie. Encore que moi, en tant que Batou, je ne sais pas, je voulais qu'il m'explique comment est-ce qu'il sait que Paul Biya est malade. Physiquement atteint, du simple fait qu'il ne peut plus travailler. C'est une question que vous me posez. Faut-il, justement, vous avez un problème avec le contexte. Pour vous, pourquoi Ngongo, avec tout ce qui s'est passé en novembre 2018? C'est bien que Charles Élise en soit bantou. Moi, j'aime ça parce que ça rejoint un peu l'idéologie que je partage. Et chez nous, les bantous, on dit souvent que l'acte que tu viens de poser est juste, est valable, mais c'est pas toi qui devrais poser cet acte. On se comprend que ce que tu viens de dire est vrai, mais c'était pas toi de le dire. Ça, c'est la sagesse bantou. Alors, le problème qui se pose ici, c'est comment expliquez-vous, comment allons-nous expliquer, ou du moins comment pouvons-nous entendre que M. Ferdinand Ngongo puisse rester à côté du chef de l'État. Il rédige un texte, ou du moins il fait rédiger en son nom. Il reçoit une délégation et il signe il prend des accords. Et ce n'est qu'à l'heure de la signature qu'on demande au secrétaire général de la présidence de faire valoir. C'est pas comme ça que ça fait. Attends, allons-y. Ça vous dérange pas? Ça me dérange pas, Fossi. Expliquons aux Camerounais que si je te délègue permanemment les signatures, mes signatures, ça voudrait dire que je te délègue permanemment tout ce que j'avais fait. Je vais revenir. Soyons calmes. Soyons calmes. Oui, je suis calme. Charles Élise, oui, admettons que vous êtes chef de famille. Je suis chef de famille. C'est pas ça. Vous l'êtes déjà. J'ai des enfants. Vous déléguez à un de vos cousins ou à votre fils aîné vos signatures. Vos signatures. Oui. Alors, est-ce que vous serez prêt de dire aux voisins que à chaque fois que je reçois la réunion des enfants de notre âge où on était à l'ESSEC, on prend des décisions sur le financement d'un ensemble de projets, et à l'heure où on veut signer, moi en tant que président de cette association, à l'heure où je dois poser ma signature pour confirmer la décision qui a été prise ou les accords que nous sommes en train de mettre sur pied, je pousse à mon fils aîné, c'est ton tour, si, parce que je t'ai délégué les pouvoirs. Ça va comme ça, comme ça va le fonctionnement de la République. Allons-y tout simplement. La République est une organisation macro. Les réunions de quartier, les départements, ça évolue au niveau de la République. Il n'y a pas un très grand changement dans l'organisation des sociétés. C'est le même principe. Oui, c'est le même principe qui s'applique. C'est le même principe qui s'applique partout. Les organisations ont une même façon de fonctionner. Alors, je réinterroge. Est-ce que M. Ferdinand Ngongo a seulement pour rôle de signer les documents au nom du chef de l'État, ou il a également pour rôle de prendre des décisions au nom du chef de l'État avant d'apposer sa signature au nom du même chef d'État? Parce que c'est ça la question des Camerounais. Le tout n'est pas de regarder les dispositions, parce que depuis que vous prenez les dispositions de la loi, il y a un thème qui revient et que chaque personne essaie d'esquiver. C'est le thème permanent. Ça veut dire quoi exactement? Allons-y tous. Ça veut dire quoi exactement? Moi, j'ai été élu président de la République. Oui. Alors, puisque vous m'avez élu,
je ne suis pas assez disponible pour travailler pour vous, alors je délègue permanemment mes signatures à tel. Écoutons une autre chose. Le peuple camerounais, quant à lui, malheureusement, n'est pas souvent là lorsqu'on débat. Lorsqu'il s'agit des affaires du Cameroun, donc des autres affaires du Cameroun, ils ne sont pas lorsqu'on débat, ils ne sont pas lorsqu'on discute. Ils ne sont au courant que lorsqu'on a signé, que le document se retrouve dehors. Alors maintenant, si nous connaissons désormais que la signature d'un accord entre le président de la République du Cameroun, ou encore entre le Cameroun et un autre État, par la voix de son président de la République, sera fait par le secrétaire général de la présidence, ça veut dire tout simplement que c'est lui qui nous dirige actuellement, c'est le secrétaire général de la présidence de la République. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, c'est au chef de l'État que les ambassadeurs remettent les lettres de créance. Maintenant, les lettres de créance, si elles doivent être signées, malheureusement, malheureusement, les signatures viennent d'être déléguées. Non. Je vais revenir. C'est le président qui reçoit l'ambassadeur qui vient dans son pays. C'est lui, le garant de la diplomatie internationale. Nous parlons des signatures jusqu'à présent sur la table. Oui, justement pour aller dans le même sens que lui, mais peut-être en expliquant peut-être d'une autre façon. Je me souviens à l'époque quand nous étions à l'université, il y a un célèbre professeur aujourd'hui décédé, paix à son âme, Feu Roger Gabriel, qui nous enseignait un principe fondamental en matière de droit administratif. Le principe, et même en matière de droit constitutionnel, il nous disait toujours que les administratifs doivent toujours être en conformité non seulement avec les lois, mais également avec la Constitution. Donc, je m'étonne quand même de voir qu'on peut se permettre de donner lecture des dispositions constitutionnelles qui sont assez claires et dont on voit bien que la notion de permanente n'est pas prévue et que par la suite on fasse des commentaires qui soi-disant ont été communiqués par un étudiant de deuxième année de l'université. Voilà, et qu'on veut s'en prévaloir ici avec autorité. Il faut savoir que les dispositions constitutionnelles, en matière de droit constitutionnel, la Constitution est appelée la norme juridique suprême. Ça veut dire que c'est le fondement juridique de tout un État. Toutes les décisions qui sont prises par les autorités administratives doivent avoir un fondement constitutionnel. Oui. Le président de la République, et puis je voudrais vous dire une chose, monsieur Zan, nous ne sommes pas là pour faire une focalisation sur les personnes. Ce que je dis ne remet pas en cause l'illégitimité du président actuel que j'ai toujours décrié au même moment. Oui. Non, s'il vous plaît, je suis en train de ramener. Je suis en train d'embrayer. Tout à l'heure, on m'a coupé. Non, je vous en prie. Je pense que je vous en prie. On est dans un débat. Oui, j'assume ce que je dis. S'il vous plaît, j'assume ce que je dis. Parce que j'assume ce que je dis. Ben, je répète, c'est pas une question de focalisation sur les personnes. C'est des questions qui sont liées à l'institution. Oui. L'institution n'est pas liée à la personne qui l'incarne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas une question de ngongo. Ça aurait été n'importe quel secrétaire général à qui on transfère des compétences qui ne sont pas prévues par la Constitution, que j'aurais un problème. La question permanente, je ne sais pas si vous mesurez la portée de l'acte du décret présidentiel. La notion de délégation permanente, même de signature, n'est pas prévue par la Constitution. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Toutes les décisions prises par le président de la République doivent avoir un fondement légal. Et les lois également qui sont votées doivent avoir un fondement constitutionnel. Si le président de la République prend un acte administratif qui ne retrouve son essence... La parole sur le débat, il faut bien recentrer le débat. Parce que je pense que de l'autre côté, on essaie de nous emmener un peu dans un fourre-tout. Il faut bien recentrer le débat. Si vous me dites... Vous, les représentants du RDPC, quelle est la disposition constitutionnelle? Bien sûr, j'assume. Avec votre ami. Bien sûr, j'assume. Voilà. Est-ce que j'en ai pas honte? Je suis très fier. Voilà. À l'écran. Donc je dis, si vous me donnez la disposition constitutionnelle qui consacre le transfert permanent de signature, à ce moment, je vous dirais que vous avez raison. Parce que je vous répète, toutes les institutions de la République, au demeurant des hautes institutions comme la présidence de la République, leurs compétences sont prévues par la Constitution. Même ce que vous donnez lecture des décrets passéistes qui étaient appliqués à l'époque où monsieur, je sais pas, l'ancien secrétaire général, Titus Ezo a été secrétaire général. Et mais j'ai envie de vous dire qu'un tel décret était inconstitutionnel. Ça veut tout simplement dire que Paul Biya est dans la répétition de l'inconstitutionnalité de certains actes qu'il prend. La constitution du Cameroun, que ce soit en 72, que ce soit en 96, que ce soit en 2008, n'a jamais consacré le principe du transfert permanent de signature.
Le transfert permanent de signature, ça veut tout simplement dire qu'en permanence, vous êtes dans la posture, s'il vous plaît. Faut d'utiliser s'il vous plaît. La délégation, c'est un transfert. Si, délégation, c'est un transfert. Parce qu'à partir du moment où c'est permanent, ça devient un transfert. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Vous avez quand même une certaine... Vous parlez, mais vous ne donnez pas la parole. Non, je ne peux pas vous donner la parole. S'il vous plaît, c'est le présentateur qui donne la parole aux intervenants. Et je dis que ce soit le transfert ou bien la délégation, nous sommes là dans un problème de sémantique qui ne change rien sur le résultat de l'acte qui a été posé par le chef de l'État. À partir du moment où il y a une délégation permanente, ça veut dire que jusqu'à ce que le président décide qu'il en soit autrement, c'est le bénéficiaire de cette délégation permanente qui est investi des habits du président de la République. Et oui, et c'est la raison pour laquelle on a souvent constaté que certaines décisions prises, supposées prises par la présidente de la République, lorsqu'on regarde les signatures sont pratiquement identiques, alors que nous savons très bien qu'en général, vous ne pouvez pas... Ah oui, c'est les signatures identiques. Ça veut tout simplement dire... Alors que nous savons très bien... Non, s'il vous plaît, je ne parle pas d'imitation. Je ne parle pas d'imitation. J'ai dit, alors que nous savons très bien... de quoi, de faux? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que je peux finir? Vous avez dit que c'est la même chose. Mais même si, à la fin, je pense que vous êtes en train de vous planter un couteau dans votre propre plaie. On fait un débat, vous êtes dans le combat. Moi, je ne vois pas pourquoi vous avez autant de mal à me laisser parler. Quand vous parlez, je vous interromps pas. Non, mais s'il vous plaît. Quand vous dites une bêtise, on vous corrige. Ah bon, parce que vous avez l'unité de mesure des bêtises. Vous avez dit que ça porte la même signature, mais c'est pas la même personne. Je ne voudrais pas, je ne suis pas. Ça veut dire que s'il vous plaît, c'est moi qui commente, c'est moi qui... Oui, bien sûr. Et je n'ai pas demandé que vous le fassiez à ma place. Voilà. Alors, je dis et je répète, non, j'ai pas besoin que vous me le disiez. Parce que je mesure la portée de mes propos. Je vous demanderai jamais de les assumer à ma place. Alors, je dis, lorsqu'aujourd'hui, on voit que certaines décisions du chef de l'État, supposées signées par le chef de l'État, plusieurs décisions portent des signatures identiques, alors que nous savons très bien qu'aujourd'hui, là, si on demande à quelqu'un sur ce plateau de signer 10 fois, il y aura toujours une petite différence sur les différentes signatures. Donc je pense que là, on est vraiment dans un problème qui nous amène à nous poser la véritable question de savoir, le Cameroun est-il gouverné? Et nous l'avons toujours dit, et c'est pas d'ailleurs, beaucoup de partis d'opposition ont dit ça, le Cameroun n'est pas gouverné. Quand je vous dis que le président de la République est certainement dans un état physique et psychique. Oui, je dis certainement pourquoi. Vous savez très bien. Non, je dis certainement pourquoi. Je dis certainement pourquoi, parce qu'il a pris l'habitude de se rendre à l'étranger pour des voyages non officiels, pour des raisons de santé. Et son calendrier, mais attendez, comment vous me demandez si je suis avec lui, puisque c'est officiel? Pourquoi? Alors, non, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de discuter au marché. Faisons un débat constructif. Donc, franchement, nous sommes dans une république. Des allégations qui sont fondées et que vous pouvez justifier. Bien sûr, je peux justifier que le chef de l'État se déplace régulièrement pour aller se faire soigner. Maintenant, vous êtes dans le droit parce que vous êtes coincé. Je n'ai pas dit que tout le monde a le droit de se soigner. Donc, je dis, la véritable problématique est celle de savoir si le Cameroun est gouverné. Et moi, j'aime à le dire, comme beaucoup d'autres opposants plus anciens que moi l'ont souvent dit, le Cameroun n'est pas gouverné. Si vous allez dans d'autres pays, vous verrez que toutes les décisions qui sont supposées venir de la présidence de la République portent la signature du président. Il y a des pays comme le Sénégal, où la délégation des signatures, bien que prévue par la Constitution, dans les faits n'existe pratiquement pas. Parce que le président est capable d'assumer, il est là, il est présent. Le véritable problème, c'est de ça. Je pense que vous ne comprenez même pas l'enjeu qu'il y a dans cette question-là. Le véritable enjeu, c'est est-ce que le président, pourquoi le président, s'il est capable d'assumer ses fonctions, comment peut-on expliquer qu'il transfère sa signature à quelqu'un d'autre? Pourquoi lui-même, il ne signe pas? Et il le fait de façon permanente. Ça veut dire que si le président de la République demain décide dans 3 ans qu'il retire la signature à M. Ngongor, eh bien, à ce moment-là, M. Ngongor aurait été président pendant 3 ans. Ok. Oui, pourquoi cette question, pourquoi une délégation permanente de signature? En fin de compte, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il estime que le mot permanent est superfétatoire. Parce que le mot permanent ne veut pas dire que ça va rester à vitam aeternam. Si on dit qu'il a une délégation de signature, c'est jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement. Donc c'est permanent jusqu'à ce qu'il en soit décidé. Et tant qu'il n'en a pas été décidé, il a cette signature. Donc ça accentue juste la force de la délégation.
Et ça veut dire qu'il y a une confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça accentue la force de la délégation. Ça accentue, c'est français. Est-ce qu'il y a une délégation? Je ne suis pas votre professeur. Est-ce qu'il y a une délégation? C'est ce que vous avez dit. Mais expliquez. Il dit que ça accentue, ça veut dire que ça a un degré supérieur. En quoi? Au niveau de la délégation. Ça veut dire que c'est la même nature, mais il y a une différence de degré au niveau de la compréhension. Ça veut dire que c'est un degré de confiance entre le président de la République et le secrétaire général. Alors vous n'allez pas me couper. Ce que je voudrais dire par là, et je le dis vraiment, c'est que j'ai honte de voir que pour l'instant, l'opposition qui n'a rien à dire, qui a été battue aux élections, avec les PV qui n'ont pas, qui continue toujours, malgré le fait on leur demande d'apporter les preuves de leur PV. Il n'y en avait que 5600 et quelques, qui nous ont arrivé avec 14%, voudrait par le biais... Vous voulez qu'on entre dans ce débat? S'il vous plaît, voudrait par ce biais, vous avez perdu au niveau du Conseil constitutionnel. Ça veut dire que vous n'avez rien à dire sur la délégation de signature. Kanto a écrit que... C'est bien de voir qu'il est laissez-moi parler. Ce qui c'est la diversion. Ça, c'est la diversion. C'est la diversion. Vous êtes... C'est la diversion. Ça, c'est la diversion. Vous êtes dans la contestation permanente du résultat des élections. À partir du moment où vous avez échoué, vous cherchez maintenant un autre biais en disant que le président n'est plus... Non, c'est pas illégitime. Vous avez dit que le président n'est plus... Mais ne vous coupez pas. Ah, inconstitutionnellement délégué, ça signifie. Non, n'a plus la capacité de pouvoir exercer. Bonsoir, Cédric Nouffelé. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Voilà, nous sommes mardi au menu du 20h ce soir. Cédric. Nous sommes à quelques jours de la fête nationale de l'unité et le SDF, le MRC, annonce le boycott de cet événement pour protester contre, disent-ils, l'indifférence du gouvernement face à la détérioration de la situation sécuritaire au Cameroun, le climat sociopolitique tendu et surtout la crise anglophone. Alors que la paix est menacée dans plusieurs régions du pays, la communauté internationale s'inquiète de la gestion des multiples crises au Cameroun. Le chef de l'État, lui, n'est pas resté indifférent. Paul Biya exhorte les Camerounais au pardon mutuel pour construire une paix durable. Nous parlerons de ce dernier tweet, ce message du chef de l'État sur son compte officiel Facebook, au moment où une réunion informelle du Conseil de sécurité des Nations Unies est annoncée avec le rapport très attendu de la haut-commissaire des Nations Unies en charge des droits de l'homme. Au même moment, le gouvernement fait le point sur le désarmement des combattants sur le théâtre de la crise anglophone, mais aussi sur le front de guerre contre le terrorisme. Et le ministre de l'administration territoriale s'exprime sur le plan d'assistance humanitaire adressé à ces populations déplacées dans les régions anglophones. Et ce soir, nous évoquerons d'autres tensions sociales observées dans les marchés, dans l'arrondissement de Douala 2e, là où des commerçantes sont en colère contre la gestion de cet équipement marchand, le marché des femmes à Douala, et bien sûr des séries de décès au Cameroun. Axel Mouna, célèbre artiste musicien, décédé aujourd'hui. Nous en parlerons ce soir. Sajala. Voilà, Cédric Nouffelé vous donne donc rendez-vous, madame, monsieur, dans un instant pour le 20h. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. RDPC, MRC sur le plateau ce soir, madame, monsieur. Tout de suite, la pause journal. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de maître Désiré Sikati, Fotine Zodjou, maître Emmanuel Pensi et Charles Lisange. Comment allez-vous, Charles Lisange? Je vais vous lire le tweet du président aujourd'hui. L'important aujourd'hui est de pardonner et d'oublier, de tendre ensemble vers un but commun. Nous ne pouvons pas à la fois regarder l'avenir et vivre au passé. Le pardon mutuel est le chemin qui conduit vers la paix durable. Signé Paul Biya. Demande de pardon, alors qu'il y a des gens en prison. Comment comprendre ça? Qui doit pardonner? Comment comprendre que Paul Biya demande pardon alors qu'il y a des gens en prison? Je voudrais d'abord dire que Paul Biya n'a jamais mis quelqu'un en prison. Paul Biya n'a pas porté plainte contre qui que ce soit. Quand Paul Biya, l'individu, saisit la justice, ça peut se savoir, mais il ne faudrait pas qu'on fasse... Il n'y a pas le pardon présidentiel, n'existe pas. J'y arrive.
Maintenant, à partir du moment où nous sommes d'accord que Paul Biya n'a pas mis quelqu'un en prison, ceux qui sont en prison... Qui a mis en prison? Je ne sais pas de qui vous parlez là. Il y a beaucoup de prisonniers. Et vous répondez sans savoir de qui je parle? Puisque vous avez dit que Paul Biya a mis les gens en prison. Et pourquoi vous répondez? Il fallait donc me demander. Je vous dis donc que Paul Biya n'a mis personne en prison. Donc maintenant, je voudrais comprendre que le président de la République demande aux Camerounais de pardonner et d'aller vers la phase de reconnaissance du dialogue. C'est un ancien séminariste. C'est un ancien fils de catéchiste. Le président Paul Biya, à moins que je n'entende autre chose ici, fait partie de ces hommes politiques-là qui mettent le cœur à ce qu'ils font, mais qui sont intransigeants avec le respect de la loi. Parce que lui, c'est un juriste à la base. J'ai souvent coutume de dire que si vous avez quelqu'un qui, dans l'exercice de fonctions, a subi presque un coup d'État et a pardonné à ceux qui étaient engagés dans ce coup d'État-là, et pour faire de ses collaborateurs, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui va au-delà des ressentis personnels. Quand vous avez quelqu'un qui va à la tribune mondiale de l'ONU et parle d'être mendiant de la paix, c'est qu'il est en quête permanente de trouver des solutions. Mais ne prenons pas tous ces engagements, toutes ces paroles, toutes ces manières latentes, disons, et même un peu qui paraît lente, faible de quelqu'un, pour quelqu'un qui est justement faible. Non. Quand il s'agit du respect de l'intégrité nationale, quand il s'agit du respect de la loi, il devient intransigeant. Maintenant, le pardon présidentiel peut arriver. Il a fait à maintes reprises. Et je suis certain, que vu l'actualité, oui, vu l'atmosphère, vu ce qui se passe, justement, quand il lance un tweet, il voit les réactions. Il faut voir comment on réagit. Et puis, je suis certain qu'il va aller dans ce que tout le monde estime, ouais, qui est description du contexte sociopolitique en libérant ceux que vous estimez que c'est lui qui les a enfermés. Merci. Non, pardon, ce pardon là que Paul Biya demande à travers ce tweet, l'exemple ne devrait pas venir d'en haut. D'abord, le président est un chrétien. Oui, c'est-à-dire. Je vais vous faire d'abord une confidence. Oui. Il y a 4 ou 5 ans, vous savez que depuis que le président de la République est là, il n'y a jamais eu d'exécution d'un condamné à mort. Même pas une décision condamner une personne à mort. Et le président de la République a demandé à un certain nombre de personnes, à l'époque, au palais de justice, magistrats, avocats, pour l'abolition de la peine de mort. Mais il est incroyable. Les gens ont dit non, il faut la maintenir. Alors que le président la veut. Donc quand le président met dans son tweet, qui est un mot de moderne, hein, parce que quand il le fait, les gens disent non, c'est pas de lui, ça sort du Mexique. Mais quand c'est Trump qui fait le tweet, tout le monde dit que c'est Trump. Bon, le président a trouvé ce mot parce que les gens disaient qu'il ne parlait pas, qu'il faisait rien, etc. Et il nous a habitués déjà depuis, je pense, le mois d'avril, à tout simplement de pouvoir en parler. Et je crois que le Camerounais voit quand même que le président est au fait des choses. Et il voudrait, et vous l'avez vu, on en parlera peut-être tout à l'heure, comme Mme Bachelet était là, il est soucieux. Et il a dit qu'il était mendiant de la paix. Donc, à partir de ce moment-là, pour ceux qui cherchent la déstabilisation face au président de la République qui est mendiant de la paix, je crois, et Mme Bachelet l'a dit, il faudrait que chacun fasse un effort pour qu'il n'y ait pas des jusqu'au-boutistes, des gens qui cherchent toujours par des moyens biaisés à parler, à contester, à faire de l'insurrection, à décrisper l'atmosphère. Et le président de la République veut démontrer aux yeux du monde entier qu'il est prêt à trouver une solution qui puisse descriper l'atmosphère. C'est pour ça qu'il parle de pardon, qui est un geste chrétien, et il l'est effectivement, et voudrait arriver en ce sens-là. Donc je pense que tous les Camerounais voudraient qu'il y ait décrispation de la situation, et qu'il n'appartient pas tout simplement au président de la République. Il a déjà dit, il appartient aux autres. Peut-être qu'on entend le là du président. Il a déjà dit. Mais il suffit seulement de dire. Non, il le dit, mais il y a des procédures en cours, mais il y a également des comportements. Oui. Dans le cas comportements. Oui, un certain nombre de comportements. On a vu notamment par des déclarations de ces 2 représentants du MRC sur le plateau qui étaient quand même relativement virulents. Et d'ailleurs, je viens à rappeler, peut-être pour ne pas continuer à le dire, que le décret 2011-408 du 9 décembre 2011 qui porte organisation du gouvernement et du secrétaire général, qui porte sur 5 articles, définit très bien quelles sont les prérogatives du secrétaire général. Et c'est dans ce cadre-là, et dans le cadre de cette prérogative,
qui est constitutionnel que le secrétaire général a une délégation de J'ai justement lu, vous ne m'avez peut-être pas suivi, j'ai lu l'alinéa 2 de l'article 3 qui dit dans l'exercice de ses attributions, le secrétaire général reçoit une délégation de signature, pas permanente. Oui, voilà. Le problème c'est au niveau de permanente. Voilà, okay. Oui, sur ce pardon, d'abord Fouti. Oui. Comment vous l'accueillez ce pardon présidentiel? Je suis déjà le mendiant, le président dit qu'il est mendiant de la paix. Je suis très ému parce que... Ah, vous êtes ému? Le camp du RDPC devient de moins en moins arrogant. Et cela prouve qu'ils ont pris conscience de la situation dramatique qu'ils ont eux-mêmes créée. On avance. Avec le protocole. Voilà. Quand je reviens sur le terme pardon, je suis justement en train d'avancer parce que le pardon arrive aujourd'hui après certaines déclarations telles que l'État est un monstre froid, la forme de l'État est non négociable, force reste à la loi, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Est-ce que c'est le Oui, le monstre froid, c'est le ministre de l'administration qui lui-même est militant. On nous a appris ça en philosophie. Qui est militant du RDPC, justement. Quand on étudie l'État. Oui, même si la philosophie nous l'a appris, c'est pas un ministre de dire l'État est un monstre froid. En fait, dans le ministre doit... Oui, donc si l'État est un monstre froid, c'est que le peuple est un monstre chaud. Oui. En fait, ce qui est intéressant actuellement, c'est, je dirais, cet orgueil-là est déjà en train de baisser. Les gens commencent à comprendre qu'il faut causer, qu'il faut discuter, qu'il faut dialoguer. Et c'est ce que nous avons toujours demandé. Parce que nous sommes quand même dans une situation où les crises nous encerclent. La crise sécuritaire au nord, la crise dans les régions anglophones, la crise post-électorale, même la crise financière parce que même la situation économique du pays subit ces différentes crises directes. Du coup, tous ceux qui sont entrepreneurs vous diront que les choses ne marchent pas. Moi, je parle en tant que... Alors, le monsieur Paul Biya demande, il faut pardonner, il faut oublier. Mais le mot oublier n'est pas à sa place. On n'oublie pas aussi facilement. On peut pardonner. Mais qui pardonne donc? On pardonne qui? Après avoir fait quoi? Charles dit ceci tout à l'heure. Peut-être il va bientôt libérer ces gens qu'on estime qui sont en prison. Peut-être, je ne sais pas s'il parle du professeur Maurice Kamto et de ses alliés, ainsi que les autres 200 militants du MRSI. Nous n'aimerons même pas, nous n'avons pas besoin d'une grâce présidentielle pour les libertés. Pourquoi ça? Parce que s'ils estiment qu'ils peuvent... Mais toutes les organisations j'ai dit ceci. S'ils veulent les libérer, qu'ils les déclarent non coupables, qu'ils ne les libèrent pas. Qui déclare si nous estimons que le professeur Maurice Kamto est coupable de la casse des ambassades à Paris et que nous pouvons apporter des preuves, non, il ne faudrait pas qu'on pense qu'on doit adopter une seconde démarche politicienne qui consiste à dire il faut pardonner et puis on dit il faut aller au bout le décret du chef de l'État vient de après on libère les prisonniers du politique. Moi j'aimerais que le pardon dont on parle actuellement, se retrouve de tous les côtés et que le dialogue n'est très rapidement, surtout pour ce qui est du problème anglophone et même de la crise post-électorale, parce que tant que nous ne dialoguons pas avec des personnes que nous considérons comme ceux qui ne suivent pas notre démarche, nous allons continuer dans l'éternité. Il faut suivre votre démarche. Voilà, merci. Il faut poser des conditions. Merci Cathy. Non, on ne veut pas la grâce présidentielle. Sur ce pardon mutuel, merci Cathy, comment vous l'accueillez? J'ai envie de dire que le président de la République, moi particulièrement, il me surprend, parce que j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Comment le président de la République, alors qu'on demande le dialogue pour la résolution de toutes les crises sociopolitiques que connaît notre pays depuis un certain nombre de temps, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est depuis que la pression internationale a commencé à se mettre au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès que le président de la République, du coup,
éprouve cette sympathie pour son peuple. Mais vous voulez quoi? Qu'il reste autiste, comme on l'a toujours dit? Vous voulez quoi? Que les choses bougent? Je veux que les choses bougent. Voilà. Mais il faudrait le faire dans le cadre d'une volonté qui est sincère. Oui. C'est-à-dire dans le cadre d'un esprit politique de fraternité, de véritable unité. Quand je parle d'esprit politique de fraternité, de véritable unité, ça veut dire que lorsque vous êtes un chef d'État, vous êtes un peu comme un père de famille. Vous ne pouvez pas attendre qu'il y ait une pression extérieure pour vous sentir contraint de rentrer dans un processus de dialogue et de cohésion avec votre peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, et je constate que depuis la résolution du Parlement européen, qui est passée par la venue de Madame le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, et également, rien à voir. S'il vous plaît, pourquoi vous avez cette mauvaise manière de parler? Le Parlement européen n'a rien à voir. Laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Continuez. Je ne suis pas en train de faire une corrélation. Je vous en prie. Je suis en train de vous expliquer qu'il y a un certain nombre de conjonctions de faits sur le plan international qui interviennent juste au moment où M. Biya commence à éprouver de la sympathie pour son peuple. Et le dernier fait majeur en date, c'était l'éventualité de la saisine du Conseil de sécurité sur la crise anglophone. Donc, on constate quand même que ça ne fait pas 2 semaines que M. Biya, du coup, se met à faire des yeux doux au peuple camerounais. Mais j'ai envie de me poser la question de savoir, est-ce que c'est véritablement des yeux de quelqu'un qui éprouve des sentiments sincères vis-à-vis de son peuple? Moi, je doute fort. Parce qu'en réalité, il y a une véritable, comment je peux dire ça, une véritable désharmonie entre les tweets du président de la République et les actes qui sont posés. Si vous regardez bien, les collaborateurs du chef de l'État, les collaborateurs les plus proches sont toujours dans la surenchère verbale, vindicative, guerrière. Si vous regardez bien. C'est la raison pour laquelle je dis, il ne s'agit pas d'une envie sincère de se réconcilier avec son peuple. Voilà donc, moi j'ai du mal à comprendre que le président veuille réconcilier les Camerounais, alors qu'en même temps, nous avons des prisonniers politiques au Cameroun. Nous avons des détenus du MRC qui sont retenus pour rien. Des gens qui sont en prison du simple fait qu'ils sont arrêtés, ils sont retrouvés à l'endroit où on venait arrêter Kamto. Vous avez le cuisinier, par exemple, quand vous arrêtez l'électricien de la Bezonga, ou bien sa cuisinière, franchement, et que plus de 3 mois après, tous les éléments concordent sur le fait que c'est la ménagère parce qu'elle travaillait là-bas. Vous la gardez en détention. Attendez, vous voulez véhiculer quel message? Donc, quand vous avez des civils qui jusqu'aujourd'hui, parce que je veux rappeler que Mme Michelle Bachelet a demandé que le Cameroun respecte les conventions internationales, notamment ses engagements internationaux de ne plus faire juger les civils par les tribunaux militaires. Donc, quand vous faites juger des civils par les tribunaux militaires pour des faits qui n'existent pas, et quand bien même ils existeraient, ils seraient des faits civils, mais franchement, j'avoue qu'on est dans un état où la répression est en train de vouloir s'ériger en règle politique. C'est ça le vous embrayez sur la deuxième, on va sortir de l'émission. Pourquoi boycotter la 47e édition de la fête de l'unité? Bon, monsieur Sajala, le MRC a été créé en 2012. Oui. Je pense que c'était en septembre 2012. Oui. En fait, septembre 2012. Entre 2013 et 2019, je pense que nous avons participé à 6 ou à 7 fêtes nationales de la jeunesse. Ça veut dire pas fête de l'unité. Oui. Ça veut dire qu'en fait, le MRC, c'est un parti qui est pris de l'unité nationale, de la cohésion nationale. Nous avons toujours participé. Mais si nous voulons valoriser la fête de l'unité le 20 mai, il faut bien que cette fête que nous célébrons en public, qu'elle soit en corrélation avec la situation réelle des Camerounais. Si vous avez une partie du Cameroun où on ne peut pas défiler dans la paix, notamment le nord-ouest et le sud-ouest, si vous avez une partie des Camerounais qui sont détenus de façon injustifiée, de façon illégale, je vais bien dire, quand je dis illégal et même illégitime, mais je ne vois pas la raison pour laquelle un parti politique qui se veut un creuset du rassemblement de tous les Camerounais peut s'associer à un événement qui en réalité est une véritable gageure. Donc, il ne faudrait pas que le RDPC présente, j'ai déjà du mal à comprendre pourquoi chaque fois que ces représentants viennent sur un plateau de télévision, ils viennent avec des gros livres, je ne comprends pas ça, mais il ne faudrait pas que le RDPC donne l'impression que... Il n'y a aucun livre. Des gros livres. Il n'y a aucun livre ici. Mais c'est pas des livres. Je vous passe la parole. J'ai du mal à comprendre. Ce ne sont pas des livres. Pourquoi ils viennent toujours avec des gros livres? Avec des documents. Non. C'est avec des documents. C'est pour prendre les notes de ce que vous dites. Des mémoires, des thèses. Donc, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que
qu'on ne peut pas célébrer. Vous ne pouvez pas célébrer une fête alors qu'en même temps, vous avez des gens qui sont dans la souffrance. Donc, ce n'est pas solidarité à la communauté anglophone qui est dans la souffrance, également pas solidarité pour ceux de nos partisans qui sont injustement détenus, que nous avons dit, pour cette fois-ci, nous n'allons pas participer à la fête du 20 mai. Nous avons toujours participé. Si d'aventure le régime RDPC ravise sa façon de voir la politique, c'est-à-dire en acceptant que la politique soit vraiment le rassemblement d'échanges d'idées, mais éventuellement, et qui est également le dialogue envisagé dans la crise anglophone, mais soyez-en sûrs, l'année prochaine, nous allons participer. Voilà, faut-il vous ajouter, avant que je passe la parole de l'autre côté, quelques secondes, on arrive au terme de l'émission. Justement, pourquoi boycotter le 20 mai? Aller célébrer la fête du 20 mai actuellement est une insulte non seulement à la population du nord-ouest et du sud-ouest, parce que c'est de certes le Cameroun jadis divisé par les puissances étrangères qu'est née cette fête. Mais est-ce que la situation le 20 mai 2018, 20 mai 2017, oui, c'est-à-dire que jusqu'en 2016 la crise démarre. Je comprends, oui, juste 2018. En 2017 les choses évoluent, on commence à dire il faut qu'on dialogue. En 2018, on insiste, il faut qu'on dialogue. Et en 2019, on s'en rend toujours compte que les gens ne veulent pas dialoguer, mais ils veulent traverser sur des milliers de morts pour aller défiler à Yaoundé et dire que nous, et expliquer aux Camerounais que nous fêtons l'unité, alors que cette unité-là, aujourd'hui, est devenue tout simplement théorique, au-delà de nos 200 militants embâtis, gardés illégalement dans des prisons de Kondengi. Même certains arrêtés à Bossan comme s'il n'y avait pas de tribunaux ni de prisons de ce côté-là. Ok, Charles Elie, il nous reste 30 secondes. En 30 secondes, je voudrais dire à tous les Camerounais qui nous écoutent que quand on refuse de participer à la fête nationale de l'unité, alors qu'on a battu pendant la campagne présidentielle, il y avait la même guerre, mais on est allé en campagne, et que les élections locales qui arrivent, on aura les candidats là-bas, et que ce n'est que pour la fête de l'unité qu'on estime que les Camerounais de ce côté-là souffrent, avec un regard cynique. Deuxième chose, je voudrais dire aux Camerounais qui nous écoutent que ce n'est pas le MSC qui a fait venir Mme Bachelet au Cameroun, c'est sur l'invitation du gouvernement camerounais, parce que l'institution qu'elle représente est la plus crédible pour parler des droits de l'homme. Et son rapport est enfin sorti. Je croyais qu'elle allait mettre bien dans son sac et partir avec c'est un compte rendu, c'est pas le rapport. Je sais, papa, j'ai compris. C'est un compte rendu. Non, c'est ça que le compte rendu ne nous arrange pas. Maintenant, vous êtes en train de tourner. Non, c'est un compte rendu. Nous attendons véritablement cette réunion de 13 mai qui est devenue leur dernier espoir. Oui. Et enfin, à tous les Camerounais qui nous suivent, c'est vrai que beaucoup de milliards sont engloutis dans la crise du Nozo. Mais je tiens quand même à dire aux Camerounais que la dernière expertise du fait de Malanfait, 35 millions de tonnes par an pendant 20 ans, inexploitables. Je tiens à vous faire comprendre qu'il y a eu 315 milliards de recettes pétrolières du Cameroun en 2019. Donc l'économie de ce pays se porte bien, malgré ce soubresaut. Au fur et à mesure, les choses viennent. Pour quelques secondes. Moi, je regrette beaucoup que l'arrogance soit maintenant de l'autre côté du MRC, alors que le président de la République donne une main tendue où il demande que le pardon, il parle de pardon. Donc, à mon avis, quand on fait, et Bachelet, Madame Bachelet a dit, il faudrait que chacun fasse un pas. Vous avez donc le président qui dit qu'il faut pardonner et qu'il faut avancer pour que règne la paix. Je voudrais également dire qu'il faudrait savoir que c'est le président de la République qui dirige. Aucun dirigeant, aucun ministre ne peut avoir un langage guerrier quand le président de la République demande le pardon. Merci. Et c'est dans le pardon que nous allons nous réunir, c'est unis que nous serons plus forts, et c'est ça qui fera la force du Cameroun. Merci, nous sommes arrivés au terme. Je vous en prie. Nous sommes arrivés au terme de cette édition, madame, monsieur. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h une fois de plus. Toute l'équipe conduite par Séverin Chouban. Nous donnons rendez-vous à cette heure-là. Rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Zozo Double Balle.